Alors nous voici dans la première Web TV dédiée au bâtiment. Nous l'avons intitulée Élan vers de nouveaux territoires, puisque nous allons parler justement des actualités de la loi Élan quelques jours après son adoption officielle. Après son adoption officielle. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Richard Liogé, député de Moselle, de la 3e circonscription de Moselle et rapporteur de la loi Élan. Vous interviendrez avec Jean-Baptiste Hassler, vous êtes architecte, vous intervenez sur plusieurs grands projets de rénovation à Metz, aux côtés de Batigère, et vous nous montrerez que transformer un bâtiment, un quartier ou même un territoire en friche, en espace smart, qui serait doté des technologies les plus pointues, les plus avancées, ça ne suffit pas pour faire un territoire smart. Il y a d'autres choses à penser, penser le collectif, penser la mixité fonctionnelle, sociale, générationnelle. Et c'est ce propos aussi que Jean-Christophe Courtin, directeur de l'EPA LZ Belval, vous illustrerez aujourd'hui avec nous. Alors, merci à tous les trois pour votre témoignage. Monsieur Liogé, je vous passe la parole puisque, grâce à vous, nous allons avoir un point d'actualité sur la loi Élan, tout récemment adoptée. Vous en avez été le rapporteur. Quels étaient les objectifs de cette loi et qu'est-ce qu'il faut en retenir pour des... Alors, tout d'abord, merci pour cette invitation. Je suis toujours très content de parler évidemment de la loi Élan qui nous a occupés pendant presque un an. Ça a été depuis la conférence de consensus qui a eu lieu à l'hiver dernier. Pendant plusieurs mois au Sénat, nous avons rencontré tous les acteurs, notamment les architectes, les promoteurs, les établissements publics qui jouent un grand rôle effectivement pour aider les collectivités à porter le foncier. Pour ne pas être trop technique, on ne rentrera peut-être pas dans les détails. Et cette loi, effectivement, comme vous l'avez dit, a été adoptée il y a très peu de temps, il y a quelques semaines. Il faut souligner que c'est un accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est la première loi d'envergure qui, dans cette mandature, a reçu l'accord des deux chambres et qui n'a pas est obligée d'être examinée à ce qu'on appelle en seconde lecture. Donc c'est quand même quelque chose qui signe une loi relativement consensuelle, qui est arrivée avec 60 articles à l'Assemblée nationale et qui en est ressorti avec plus de 230. C'est dire aussi l'importance du travail parlementaire qui a été fait sur ce sujet. Alors puisque cette loi balaye très très largement beaucoup d'aspects, à commencer par effectivement la question de la libération du foncier de l'État qui est importante. La question, on aurait pu inviter aussi un bailleur social puisque vous travaillez avec eux, mais sur le regroupement des bailleurs sociaux, qui nous semble effectivement important. Rappelez par exemple qu'il y a 7 millions de personnes qui sont mal logées et qu'il faut booster d'une manière générale, c'est un peu l'esprit de la loi, booster la construction, mais aussi la construction sociale, qui est un aspect très très important, évidemment, de cette loi. Pour ce qui concerne un peu la thématique de cette réunion que vous faites ici, qui est absolument exceptionnelle, je veux dire, j'ai fait un petit tour et je voudrais féliciter les organisateurs. Je vais me concentrer sur la partie numérique. Quand on parle de Smart Cité, on parle effectivement de numérique et personne ne peut envisager aujourd'hui d'acheter un appartement, de louer un appartement qui n'a pas le haut débit. Donc se pose à l'État un vrai challenge qu'on a essayé de résoudre à travers la loi Élan, à travers aussi des accords qui ont été faits avec le ministre Julien Denormandie et les grands opérateurs SFR, Bouygues et Orange, pour essayer de couvrir les zones blanches. C'est quelque chose, en mobilité, les gens demandent effectivement cette proximité lorsque on a notamment par exemple une maison un petit peu isolée ou un hameau, parce qu'il ne faut pas oublier les territoires ruraux qui aujourd'hui sont un petit peu en difficulté, on le voit bien d'ailleurs avec l'actualité. Donc avec tous ces éléments-là, on arrive effectivement avec l'accord avec les opérateurs à couvrir dans les 3 ans qui viennent les zones blanches. En même temps, il faut permettre aussi un certain nombre de choses, et notamment l'accès au très haut débit à l'ensemble des immeubles. Alors ça a l'air assez technique, mais en fait, on va essayer de faire évoluer les règlements de copropriété, parce qu'il suffit qu'un copropriétaire s'oppose à cela pour que l'immeuble ne puisse pas être câblé. Donc on a des règles de majorité dans les copropriétés, ça reste très technique mais c'est très important et on a pas mal avancé sur ces questions-là et donc de la même manière sur l'amener de l'électricité aux pylônes,
tout un tas de dispositifs de la loi Elan permettront effectivement d'aller beaucoup plus vite dans les opérations de numérisation, en tout cas, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais des immeubles et des appartements. Et puis, il y a trois éléments, et je terminerai là-dessus pour ne pas être trop long, qui sont très importants, notamment pour les architectes. C'est le permis de construire numérique. C'est l'obligation pour les collectivités dans les 3 à 4 ans, toutes les collectivités, de pouvoir recevoir un permis de construire complètement numérisé de la part des architectes. Ça a l'air de rien, mais c'est une très 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 grande avancée pour construire plus vite et d'une certaine manière mieux, puisque grâce au BIM, qui est d'ailleurs ici présent, j'ai vu que quelques éléments des BIM sont présents ici, les architectes sont en capacité de déposer très rapidement un permis de construire numérique, et je dirais qu'en plus de la numérisation des permis de construire, les collectivités locales seront obligés de checker, comme on dit en anglais, ce permis de construire et ne pourront pas demander de pièces supplémentaires. Donc, ce qui veut dire aussi qu'on va accélérer la délivrance des permis de construire grâce à cette numérisation. Et deux autres éléments importants aussi que contient la loi Elan. Le carnet numérique des bâtiments, c'est-à-dire les bâtiments et les appartements vont devoir avoir une fiche, récapitulative de tous les travaux qui ont été faits de conformité, notamment sur aussi l'isolation, etc., qui sera un petit peu la carte d'identité de chaque appartement. C'est-à-dire quand vous allez acheter un appartement ou vous allez aller dans un immeuble, vous aurez, alors là ça va prendre un petit peu de temps, mais vous aurez l'ensemble de la fiche d'identité de cet appartement et vous saurez ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Donc c'est vraiment une information importante en direction du consommateur. De la même manière, le bail numérique permettra aussi aux nouveaux locataires et aux propriétaires d'être absolument d'accord et de garder en mémoire le bail numérique, ce qui permettra aussi à l'État d'avoir une idée assez précise des niveaux de loyer au niveau national. Bon là, les agents immobiliers n'étaient pas trop d'accord, mais enfin on leur a un peu forcé la main parce que c'est aussi quelque chose de très important. Donc carnet numérique, bail numérique et DPE opposable, c'est-à-dire aussi la numérisation des diagnostics thermiques qui sont obligatoires, mais qui aujourd'hui, dont on sait qu'ils sont un petit peu sujets à caution, sera opposable, c'est-à-dire que quelqu'un qui acquiert un appartement pourra faire une contre-visite et opposer au vendeur une DPE qui lui semble pas sérieuse sur le plan thermique. Donc on a fait pas mal d'avancées qui sont des avancées en direction évidemment des consommateurs, mais aussi qui sécurisent d'une certaine manière le monde professionnel. Merci Monsieur Lioger pour la présentation de quelques-unes des nombreuses mesures de cette loi. Alors il y a plus de 50 décrets qui vont être publiés dans les 6 prochains mois. Il faudra qu'on fasse d'autres événements de ce type pour que vous veniez justement nous présenter toutes les opportunités à saisir liées à cette loi. Je me tourne maintenant vers vous, Jean-Baptiste Hassler. Donc vous êtes architecte et vous intervenez alors notamment à Metz dans des grands projets de requalification, des projets d'importance. Alors on a tous en tête le projet de rénovation de l'ancienne maternité Sainte-Croix, donc devenu un bâtiment de logements sociaux. Vous êtes actuellement aussi sur le projet de rénovation de l'hôpital Saint-André, donc un projet qui permettra la construction de 121 logements aux normes BBC. Vous, finalement, votre défi, c'est de faire de la requalification intelligente. Donc de votre point de vue, qu'est-ce que c'est de l'intelligence quand on est en train justement de s'insérer dans un tissu urbain déjà existant, qui est presque déjà une friche? Quelle est votre définition de l'intelligence dans les projets que vous conduisez? Merci. L'intelligence d'une réhabilitation, elle est par nature, puisque j'illustre mes propos donc, avec les deux projets que vous avez cités. Donc, le premier projet, c'est un projet qu'on a livré en 2015, la transformation de la maternité de Sainte-Croix. Et Saint-André, alors là, on est entre deux phases. On vient de terminer la conception et on va démarrer la partie projet construction réelle à partir du début d'année 2019. Donc là, ça va être 121 logements. Intelligence de la requalification, elle vient des volontés, des objectifs, des intentions du maître d'ouvrage, en l'occurrence Batigère, et ces intentions, ces objectifs, ça va être notre socle de départ pour le projet. Alors il y a cinq grands objectifs qu'on peut définir, qui sont tout d'abord, bien sûr, la préservation, la mise en valeur du patrimoine. On travaille sur des sites absolument remarquables. Je crois que vous avez eu la chance de pousser la porte de Sainte-Croix, avec, par exemple, sur le site de Sainte-Croix, un bâtiment qui est inscrit
au registre supplémentaire des monuments historiques, qui est l'hôtel de la Villette, place Sainte-Croix, qui est remarquable, la cour du couvent, de la congrégation des Sœurs de la Charité maternelle, qui est une composition, une architecture absolument extraordinaire. Et sur le site de Saint-André, de manière différente, on a un patrimoine très diversifié. Des hôtels particuliers du XVIIIe siècle, qui ont été un peu uniformisés pour des questions sanitaires de l'hôpital, et du patrimoine de 1970. C'est assez rare de travailler sur ces éléments-là. Donc notre objectif, ça va être de remettre en avant ce patrimoine et de le transformer pour un usage futur. Donc là, on a un réel enjeu. Un deuxième objectif important sur notre qualification de ces sites, c'est la volonté de Bâtigère de mettre l'usager au cœur du dispositif. Dans le sens où c'est plus simple techniquement, financièrement de réaliser une opération en périphérie de ville, en ZAC. Le problème, c'est qu'on n'a pas la qualité qu'on va développer sur ces opérations qui s'inscrivent dans des tissus de très grande qualité. On a les transports en commun à proximité, les écoles, tous les services, des métiers. Et on a des retours de chiffres sur l'opération de Sainte-Croix émise par Bâtigère qui sont assez intéressantes. On a besoin de 0,4 véhicules pour un logement. C'est-à-dire qu'il y a un logement sur deux qui vit de manière très confortable, sans véhicule, sans avoir besoin. Et on est dans les problématiques extrêmement actuelles. Donc l'usager au cœur du dispositif et également cette volonté de s'inscrire dans l'économie circulaire. Le durable est vraiment à la base de ces opérations. On ne stérilise pas de sol, on n'étale pas la ville, on conserve la volumétrie des bâtiments existants, on s'inscrit vraiment dans un site où on va réutiliser un maximum de choses. On va également s'inscrire dans le chauffage urbain. Donc on est vraiment dans cette dynamique vertueuse de renouveler un maximum d'éléments. Le dernier point, c'est l'histoire, on ne fait pas table rase sur ces sites-là, puisque la réhabilitation était possible. Sur d'autres sites, c'est pas forcément envisageable, mais sur ces sites-là, on fait du neuf dans une histoire. C'est-à-dire que par exemple, de manière symbolique, les noms des opérations s'inscrivent dans l'histoire. Là, les résidences Morlan, en écho avec le docteur Morlan, qui a instauré et qui avait créé la maternité à l'époque. Donc, on a créé des espaces scénographiques où on récupère des éléments du site qui nous paraissent importants, que ce soit médicaux ou historiques, pour les mettre en avant. Et le dernier point, c'est le plus complexe pour nous, c'est qu'avec ce diagnostic et avec cette volonté de préservation des sites, Bâtigère nous met à côté de ces éléments-là des objectifs de performance comparables à des bâtiments neufs. Alors, c'est-à-dire qu'on est labellisé BBC Rénovation, comme vous le disiez. Sur des extensions, on est HQ, NF Habitat. On est sur des opérations où on est extrêmement performant thermiquement, étanche à l'air, performance acoustique, performance visuelle, qualité ergonomique d'usage. Donc on est vraiment, nous, à la fois dans une notion de préservation, de mise en valeur de site et dans quelque chose d'extrêmement performant. Alors gérer la perméabilité à l'air d'un site dans de la pierre en moellon, pierre de taille, c'est un exploit technique assez important. Donc nous, l'intelligence, elle se base sur ces volontés-là, sur les différents diagnostics que l'on réalise, diagnostics historiques que l'on fait en partenariat avec l'atelier Grégoire André, sur lequel on va établir toute la vie des opérations et on va s'inscrire dans ces éléments-là. Un diagnostic technique, on va essayer de répondre avec, par exemple sur Saint-André, on répond de 8 manières techniques différentes aux objectifs thermiques et qualitatifs de Bâtigère, tellement le site est diversifié. Et il y a un diagnostic d'usage où là, il n'y a pas de solution, il faut parcourir le lieu, le connaître, se faire une carte mentale du lieu pour définir les points majeurs à mettre en avant. Merci pour cette belle définition illustrée d'une requalification smart, puisque c'est vraiment le mot-clé de cette journée. Et je me tourne vers vous maintenant, Jean-Christophe Courtin. Vous êtes directeur de l'EPA ALZ Belleval. J'en dis quelques mots. Votre établissement public d'aménagement a pour mission d'aménager et de développer les territoires qui a été classé en opération d'intérêt national par les présidents Sarkozy en 2009. L'objectif, donc on est vraiment dans un territoire qui est français, rural, mais qui est finalement juste à côté d'un gros pôle de développement au Luxembourg, d'où cette volonté de créer une véritable métropole périurbaine sur les 8 communes transfrontalières de ce site. Alors, ce site, c'est une ancienne friche industrielle, on est vraiment ici en Lorraine. Comment l'EPA orchestre-t-elle la transformation de ce qui allait devenir une friche en métropole périurbaine, smart et moderne, qui vit vraiment avec son époque? Pour démarrer, effectivement, quand vous dites métropole périurbaine, juste pour cibler, c'est un territoire où on agit à la frontière du Luxembourg, au niveau d'Esch-sur-Alzette. Le projet qui nous a été confié par l'État quand on a été créé, c'est de créer sur cet espace-là 8300 logements, de quasiment dans une logique de doublement de la population. Donc on est dans quelque chose qui est quand même assez atypique dans le territoire actuel. Et ce qui nous a été demandé, en tant qu'établissement public de l'État, c'est d'être un démonstrateur de la ville de demain.
Et c'est comme ça qu'on l'a pris sur un territoire quand même atypique, pauvre en ingénierie. Et quand on dit démonstrateur, c'est-à-dire qu'on est démonstrateur bien évidemment technique, on va être démonstrateur dans l'aménagement, démonstrateur dans la construction, je vais donner 2-3 exemples. Mais la démonstration et l'innovation, elle est souvent aussi dans les méthodes de travail. Il faut quand même retenir ça. Et aussi, dans l'innovation peut être aussi sociale. C'est-à-dire on travaille sur un projet intéressant avec l'entreprise Valo, sur la valorisation des déchets de chantier qui vont générer ces 8300 logements. Donc une nouvelle plateforme qui va s'appeler New Flow, qui va être une gestion intelligente des déchets de chantier. Ce qui est intéressant dans le projet, comme on l'a mené, c'est que dès 2009, il a été labellisé Écocité. Et en fait, on a pris le label national Écocité comme un levier d'innovation grâce au financement du Fonds Ville de Demain pour faire des systèmes de démonstration sur des bâtiments. Par exemple, on a un bâtiment qui vient d'être livré là au mois de septembre 2018, qui est une résidence étudiante. Et ce bâtiment est démonstrateur du nouveau label E+C- qui est en train de se mettre en place, donc sur la partie technique, sur la partie thermique. Nous réhabilitons notre propre bâtiment de siège social. C'est un ancien laboratoire de l'usine, donc c'est un bâtiment historique. On le réhabilite au standard bâtiment énergie positive. C'est une innovation en France, ça n'a pas encore été fait à ce standard-là. Donc on est aussi ce test. Sur un autre secteur, on est en train de travailler sur un quartier de 350 logements pour faire de la géothermie sur mines en noyer. C'est-à-dire qu'on va utiliser comme ressource les eaux des mines en noyer. Donc vous voyez, on a utilisé ça pour faire cet élément-là. Le cœur du projet, vous l'avez dit, c'est Micheville. Le site de Micheville, c'est une ancienne friche industrielle, quasiment 400 hectares, 80 hectares de sites sidérurgiques. Et là, l'innovation, c'est un peu finalement à l'échelle du quartier, ce que vous indiquez à l'échelle de l'immeuble, c'est plutôt que d'aller sur des terrains agricoles, eh ben, on va réhabiliter une ancienne friche sidérurgique dans un nouveau quartier urbain. Et rien que ce gap à franchir de passer d'une friche sidérurgique à un quartier périurbain, c'est déjà innovant. Rien qu'en tant que tel, sur l'effort à réaliser et l'innovation qu'il faut mettre dans l'aménagement pour y parvenir. 3 chiffres, c'est toujours intéressant. Le site de Micheville, c'est 2000 logements. Donc c'est 5000 habitants sur un petit territoire. C'est des équipements publics majeurs. Un pôle culturel qui va faire aussi de la création audiovisuelle grâce au numérique. C'est un site qui est fibré très haut débit, donc c'est le premier site fibré très haut débit en dehors des zones AM2I, c'est-à-dire en dehors des zones urbaines. Donc on va, grâce à Moselle Fibre, on va être fibré sur un nouveau quartier. Il y aura du transport public à haut niveau de service en partenariat avec les Luxembourgeois. Il y aura des entreprises, il y aura du commerce. Donc on est vraiment sur quelque chose de multifonctionnel. Et dans le travail qu'on a réalisé sur ce site-là, outre la complexité de la gestion des pollutions, c'est qu'on a travaillé pour faire un aménagement le plus intelligent possible. C'est-à-dire comment dans l'aménagement on tient compte de la lutte contre les îlots de chaleur. C'est-à-dire que déjà dans la conception, et on fait un parallèle maintenant vraiment très fort avec ce qui se passe dans les bâtiments, comment dès la conception on arrive à être innovant en réfléchissant, suivant comment on oriente les rues, suivant comment on oriente les bâtiments, on participe déjà à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont des premières innovations. On a une autre innovation sur le site, on va regarder comment se comportent les eaux pluviales quand elles s'infiltrent dans les sols pollués pour voir comment on arrive à infiltrer dans les sols. Donc on est sur des logiques là de réseau qui sont un petit peu techniques, mais c'est quand même extrêmement intéressant parce que souvent comme on arrive à le faire, on aura une capacité à aller de plus en plus travailler sur ce type de sol compliqué à des prix compétitifs. Voilà en quelques mots ce que je souhaitais dire sur ce site. Eh bien, merci, car grâce à tous les trois, nous avons finalement dressé le portrait robot d'une requalification intelligente, d'une construction intelligente. Le numérique, évidemment, est la pierre angulaire, vous l'avez rappelé, Richard Liogé, avec des opportunités aussi qui le permettent de saisir, que ce soit dans le travail avec l'architecte pour le faciliter, que ce soit aussi dans la gestion intelligente des chantiers. Et là, on est finalement moins numérique qu'à penser tout le temps finalement à l'impact dans la préservation et la bonne utilisation des ressources naturelles et des ressources humaines aussi qui vivent avant tout qui vivront dans un futur proche sur les territoires que vous contribuez à requalifier. Je vous remercie tous les trois et puis je remercie ceux qui nous ont regardés et je vous invite à rester avec nous puisque juste après nous resterons sur Alzette Belleval, sur le territoire d'Alzette Belleval avec une présentation du partenariat d'innovation qui a été conduit par la communauté de communes du PIO Val d'Azette avec un certain nombre de partenaires industriels pour incarner cette Human Smart City en territoire périurbain. C'est une intervention dans le cadre de l'écocité qui a été soutenue Fonds Ville de Demain que j'indiquais tout à l'heure sur le territoire d'Alzette Belleval. Voilà. Merci à tous les trois et merci de nous suivre sur cette web TV.